Je demande à la communauté internationale de venir vérifier qui a fait quoi en Syrie. De plus, je demande à la communauté internationale de se rendre compte que les autorités locales en Syrie n'ont pas la possibilité, pour ne pas dire n'ont pas la volonté, de protéger les citoyens non islamistes. Parce qu'il y a des sunnis qui ont succombé. Il y a des sunnis qui ont été massacrés, comme il y a des chrétiens qui ont été massacrés, et comme il y a donc la plupart qui étaient ciblés, c'était des musulmans alawites. Je demande à la communauté internationale de présider elle-même d'une manière objective et neutre l'enquête. C'est une enquête de crimes contre l'humanité. Et de mettre la Syrie sous le numéro 7. Là, maintenant, le numéro 7, oui. Parce qu'il y a une menace réelle et qui s'est confirmée dans les faits. Ce n'est pas vrai de dire qu'il y a eu des dommages collatéraux pour une opération sécuritaire. Je dis, en parallèle à l'opération sécuritaire pour laquelle je ne me mêle pas, de laquelle je ne me mêle pas, en parallèle, il y a eu une opération systématique, méthodique. Salut à tous. Alors que le monde détourne le regard, la série sombre dans le chaos. Et ce qui se passe en ce moment dépasse l'entendement. Des massacres à grande échelle, des purges ethniques, des familles entières éradiquées. Mère Agnès Mariam, figure emblématique sur le terrain, brise le silence et lance un appel à l'aide internationale. Selon elle, ce n'est pas une simple crise, c'est un génocide, culturel, spirituel, humain. Dans son témoignage glaçant, elle décrit une Syrie où l'état de droit a disparu, où les forces islamistes imposent leurs lois dans le sang, où les minorités sont traquées, torturées, exterminées. 6000 morts recensés, peut-être plus, des villages rayés de la carte, et un pouvoir en place qui, selon elle, couvre les exactions et balaie les preuves sous le tapis. Alors que les médias occidentaux restent silencieux, que fait la communauté internationale? La Syrie est-elle en train de basculer dans un nouvel Afghanistan, sous les yeux d'un monde qui préfère ne rien voir? Écoutez le témoignage accablant de Mère Agnès Mariam et posez-vous la question. Combien de temps encore allons-nous fermer les yeux? La Syrie n'est pas un État euh, ou bien un peuple qui est à consonance islamiste. C'est un peuple musulman, oui, donc la majorité, c'est un peuple musulman sunni modéré. Vous voyez, il y a différents groupes religieux au sein du sunnisme. En Syrie, la faction ou bien la confession prédominante est une confession qu'on appelle hanifiste ou bien euh, ou bien j'ai maintenant oublié, je vais vous le dire tout de suite. Donc c'est une faction qui est qui est modérée, qui est ouverte, vous voyez. Et donc et donc les nouvelles formations militaires qui arrivent ont une idéologie qu'on appelle salafiste. Ça veut dire ils sont fondamentalistes, ils sont wahhabites. Ils, ils veulent appliquer la loi dans sa littéralité sans adaptation. Normalement, on respecte ces choses, mais lorsqu'il faut, on rentre, c'est-à-dire on passe à l'acte, cela peut vouloir dire que s'il y a un vol, on va vous couper la main. S'il y a une fornication, un adultère, on va vous lapider. S'il y a, par exemple, vous dites un mot contre la religion, on va vous décapiter. Vous voyez, donc il y a des manières d'agir qui ne sont plus actuelles. Donc quand je parle de l'islam, ce n'est pas par parti pris. Ce n'est pas parce que je suis chrétienne et puis voilà, je regarde. Non, non. Au contraire, j'ai une très grande vénération pour donc cet islam. Alors, ce qui a suivi le 8 décembre 2024, c'était une période de chaos. Pourquoi? Parce que il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus de police, il n'y avait plus de forces de sécurité et beaucoup d'emplois
employés avaient été renvoyés chez eux. Alors, imaginez-vous un pays qui n'a plus de service en, en action, en acte. Et pour que la nouvelle autorité remette donc toutes ces choses en place, on était dans beaucoup de vide. Donc, il y a eu tous les jours des sévices un peu partout. Etc. Donc, comme vous pouvez, comme n'importe qui, n'est-ce pas, peut le supposer. On est venu au moment où le président, il a nommé son cabinet. Normalement, d'après ce que nous avions compris, il fallait constituer un cabinet d'union nationale qui commence à rédiger la Constitution et auparavant qui lance un projet de entente nationale, de dialogue national. Alors, à la grande surprise de tout le monde, le cabinet qui s'est formé a été constitué à 100% du même parti, Takfiri, du même parti de Jubhat al-Nusra, qui est Al-Qaïda, qui a été taxé depuis 2014 comme étant une faction terroriste. Il y a une très grande, une forte proportion du peuple syrien, toutes confessions confondues, qui sont dans l'attente. Et une attente de plus en plus, je dirais, poignante. Parce que les réalisations sur le terrain ne sont pas à la hauteur du discours. Vous voyez? Et les derniers événements viennent vraiment pour sanctionner cette appréhension. Donc, il y avait, disons, plus ou moins une séparation entre l'État et la religion, même si dans la constitution syrienne, il était dit que la source de la législation syrienne vient du Coran. D'accord? Maintenant, ce n'est plus la source, ce n'est plus la source, c'est le Coran lui-même. La législation, c'est le Coran. Voyez. Et alors, donc, dans le système éducatif, il y a, vous sortez à la récréation, on vous met des versets coraniques tout le temps. On vous interdit de porter des signes non musulmans. Nos élèves chrétiens ne peuvent pas porter la croix. Tandis que tous les jours, je vous dis, du matin jusqu'au soir, il y a des versets coraniques qui sont, n'est-ce pas, qui sont mis en haut-parleur. Il y a eu, depuis le début de ce coup d'État, on nous a dit qu'il y avait un consensus pour protéger les minorités, disait-il. Et quand ils entendaient par les minorités, ils parlaient des chrétiens. Pourquoi? Parce que les Alaouites ont été considérés comme les sbires de l'ancien régime. Et donc, ils ont tout de suite été la cible de toutes sortes de dénigrements et de sévices. Voilà. Moi, quand j'ai donné tout de suite une interview sur BBC, j'ai dit que nous sommes en train de nous orienter vers un État à coloration islamique. Je l'ai dit. Et d'ailleurs, voilà, c'est en train d'aller. Ce qui s'est passé depuis 2 semaines, c'est qu'il y a eu une insurrection dans le pays alawite. Le pays alawite, c'est le nord-ouest de la Syrie. Au-delà de Homs, sur le littoral, oui, vous avez Tartous, Banias, Jablé, Latakié, et puis il y a les montagnes de Latakié, c'est-à-dire la campagne de Latakié, puis la campagne de Jablé, et donc de Tartous, il y a donc soit la plaine de Gab, soit les montagnes. Alors, dans toute cette région, il y a près de 6 millions d'Alaouites, avec donc des sunnites, avec des chrétiens et avec d'autres confessions comme les mourchidites. L'insurrection qui a eu lieu était une insurrection, c'est-à-dire très forte, le gouvernement, il a donc pris des mesures et il a lancé une contre-offensive. Tout ça, moi, je ne rentre pas là-dedans. Il y a eu des dommages collatéraux de part et d'autre. Il y a eu une centaine de forces de l'ordre qui ont succombé, parfois dans des situations extrêmement difficiles. On les a torturés. Voilà. Tout ça,
Ça m'intéresse bien sûr pour prier, mais je ne suis pas là pour commenter ou bien pour attirer que la presse donc s'en charge. Ce qui a attiré mon attention, c'est la chose suivante, c'est qu'en parallèle à cette situation militaire normale, normale dans le sens que c'est l'État qui lutte contre une insurrection, il y a eu des factions armées islamiques qui traversaient les barricades de l'État pour entrer dans des zones résidentielles non armées, pour perpétrer un nettoyage ethnique dans ces zones résidentielles, dans des appartements, des immeubles, des villages, des fermes. Et c'est un génocide. C'est-à-dire, la définition du génocide, c'est une opération d'élimination physique de civils de tous âges, sans autre raison que leur appartenance religieuse ou ethnique, n'est-ce pas? Le phénomène de radiation, d'élimination systématique. Donc, on ne parle pas d'un cas, ni de 2 cas, ni de 10 cas, ni de 100 cas. Maintenant, jusqu'à présent, on parle de 6000 cas. Voyez? Par exemple, à Banyas, que j'ai visité, on parlait sur les réseaux sociaux de 164 noms. Je suis venue avec mon équipe, je suis venue pour pour rencontrer les autorités locales. J'ai été bien reçue. Et j'ai dit, écoutez, il y a donc 164 victimes. Est-ce qu'il y a... parce qu'on me disait, les cadavres sont dans les rues. Je dis, si vous n'arrivez pas à retirer les cadavres, j'ai des équipes sanitaires, des équipes médicales qui peuvent venir vous aider. Ils ont dit, oui, 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 il faut aller à l'hôpital, on parlera avec les médecins. Donc d'abord, ce qui circule sur les réseaux sociaux et ce que les gens, dont les gens témoignent. On parle d'une élimination méthodique, massive, de musulmans alaouites et de menaces qui commencent à sourdre envers les chrétiens. Je vais vous envoyer une vidéo, donc deux ou trois vidéos sur ces menaces réelles. Le fait qu'il y a donc une communauté alaouite qui est ciblée, on peut en conclure d'après le nombre et d'après la continuité des sévices. Ça continue depuis plusieurs jours et des villages entiers ont été éliminés, supprimés et des populations entières ont été anéanties. Je dois vous dire que depuis un mois ou un mois et demi, euh, les habitants locaux ont filmé le transfert de tous les titres de propriété de la région, donc des services immobiliers du gouvernement. Tous ces titres de propriété, tous ces archives ont été transportés hors de la région. Est-ce qu'on vise à vider les villages et les installations résidentielles des musulmans alaouites et peut-être plus tard des chrétiens pour installer à leur place ces communautés takfiri de musulmans fondamentalistes non syriens? Vous savez qu'il y a des communautés non syriennes de combattants islamistes qui viennent de beaucoup de pays, près de 80 pays, des Tchétchènes, des Ouïghours, des Chinois, des Algériens, des Séoudiens, des Tunisiens, etc. Et le président, il a fait donc un geste en faveur de ces qu'il appelle des combattants de la liberté. Il a fait un geste pour leur donner la nationalité syrienne. Est-ce que cette épuration vise à diviser la Syrie, à partitionner la Syrie,
ou bien vise-t-elle à un changement démographique à la place des Alaouites et peut-être des chrétiens? On préfère installer ces combattants, entre guillemets, de la liberté avec leur famille. Et donc, on parle d'un changement démographique de la Syrie qui va faire que l'émirat d'Idlib, donc va s'élargir pour devenir l'émirat de la Syrie et l'émirat islamique de la Syrie. On parle d'une afghanisation de la Syrie, vous voyez. Une petite fille de 13 ans était en train de pleurer. Ça, c'était pris en vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Il m'a dit, on a tué mon grand-père, on a tué mon oncle, on a tué. Je lui dis, ne t'en fais pas, on va aller les chercher, on va s'occuper de toi. Qu'est-ce que je vais lui dire? D'accord? Alors, devant donc les témoins des autorités locales, les femmes très timides, elles ont dit, peut-être que, je dis, combien de victimes? Qu'est-ce que vous avez perdu? Ils m'ont dit, 200, 200. D'accord? Alors, moi, j'ai dit, bon, on va aller chercher les voitures et on va aussi parler avec le directeur de l'hôpital. Très bien. Pour faire court. En passant, il y a eu une barricade. Regardez la providence. Sur cette barricade, il y avait un cousin du chef de ma sécurité personnelle, de la sécurité de mon monastère, qui est aussi d'Idlib. Il lui dit, cousin, donc lui, il est aussi d'Idlib et il fait partie de la sécurité du gouvernement. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je ne te parle pas, je ne peux pas parler. Je lui dis quoi? Il me dit, dans les immeubles de Koussour, il y a 1500 à 2000 cadavres qui n'ont pas été retirés et ça sent déjà. On était en train d'aller donc pour chercher les voitures et revenir à l'école et voilà que je vois le convoi du Croissant Rouge. Je cours, je descends de la voiture, je cours et je leur dis, où est votre chef? Ils me disent, il est là. Il était devant la morgue la morgue de campagne qu'on avait installée là. Il y avait 80 cadavres dans des sacs. Je parle avec lui, il me dit, ma mère, nous venons d'arriver, on a très peu de possibilités. Je lui dis, donnez-moi votre téléphone. Maintenant, je dois partir. Il m'a dit qu'il devait partir. Je lui dis, donnez-moi votre téléphone. Et puis, on s'est parlé au téléphone. Il m'a dit, nous n'avons que 2 ambulances. Ça, j'ai besoin, il m'a dit, de 30 équipes et on va me les pourvoir. Je lui ai dit, vous voulez que je vous aide? Il m'a dit, tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, ça me sera le bienvenu. Alors j'ai dit, voilà, je vais bouger un hôpital mobile avec climatisation. Comme ça, au lieu de descendre les cadavres un à un ou deux à deux, on pourra les descendre une centaine, les mettre dans l'hôpital et les prendre à la morgue. Alors j'ai tout de suite affrété hier un hôpital mobile avec 3 ambulances et toute une équipe médicale. Et on était d'accord avec lui. On est arrivé à la barricade de Homs. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous avez la permission? Il m'a dit, je la cherche, on va me répondre. On a attendu 2 heures et nous avons reçu un coup d'appel du gouverneur qui dit, je vous remercie infiniment, vous êtes vraiment formidable, mais il y a maintenant il y a eu un incident sécuritaire qui va mettre votre vie en danger. Donc, si vous voulez, on va étudier votre cas pour le lendemain. On ne m'a pas permis de venir, Monsieur Xavier. Donc, je conclus que les autorités locales ne disent pas la vérité. Je conclus que les autorités locales cachent la vérité. Et je conclus aussi que les autorités locales font pression sur les victimes, sur les survivants, pour ne pas dire la vérité. La preuve, ce jour même, la nuit, les survivants qui étaient dans l'école de Koussour nous ont téléphoné vraiment terrorisés. Ils étaient encerclés par des forces armées inconnues et ils avaient peur d'être éliminés. Voilà. Alors, nous avons continué notre périple
nous avons voulu rentrer dormir à Tartous pour le lendemain reprendre notre voyage vers Latakia. En rentrant à Tartous, c'était vers 6h30, la fin du jeûne. Donc, on a topé sur une caravane de l'armée, c'est-à-dire des gens armés, une grande caravane. Alors, on est rentré avec eux et on s'est arrêté ensemble sur une barricade de la sécurité du gouvernement. Comme c'était la fin du jeûne, la barricade a commencé à nous servir à tous de l'eau et aussi du hiran, c'est-à-dire c'est cette boisson au yaourt. Et bien sûr, avec les dates. Alors, comme on était, moi, personnellement, avec mon chef de sécurité et puis mon équipe sécuritaire, ils nous ont regardés et ils nous ont demandé qui vous êtes. Alors, mon chef leur a dit, nous sommes de telle faction, il appartient au ministère de la Défense, mais le ministère, c'est-à-dire l'armée actuelle, elle est formée de diverses factions qui ont fait un consensus pour devenir membres de l'armée, mais ils se reconnaissent. Alors, c'est comme si vous voulez une équipe de scouts qui dit, donc, qui tu es? Il y a le scoutisme français, mais il dit, moi, je suis scout des Alpes. L'autre, il lui dit, je suis de la région, euh, je ne sais pas, de Paris, etc. Il lui dit, ah, ben voilà, bienvenue. Il nous dit, d'où vous venez? On répond, on vient de Bagnas. Réponse, est-ce que vous avez égorgé? Voilà. Il dit, est-ce que vous avez égorgé? Alors, mon chef dit, non, non, jamais. Il a dit, pourquoi pas? Il a dit, alors on lui a dit, je dis, pose-lui la question. Il dit, et vous? Il a dit, ah, nous sommes rassasiés. Comme ça, jovialement. Oui, jovialement. Ces factions, alors qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils étaient? Ils sont Ansar al-Din. Ansar al-Din est une faction terroriste, comme était Jabhat al-Nusra, ce sont des frères jumeaux venus de Idlib, et devant nos yeux, ils ont passé la barricade du gouvernement. Donc, qu'est-ce que nous avons conclu? La barricade, elle est fluide. Elle est fluide. Voilà. Alors, nous avons eu peur. Alors, on a dit, on va rentrer au monastère. On est rentré au monastère et le lendemain, on a fait des rendez-vous dans la plaine de Gap, c'est-à-dire des villages vers Jisr. On est allé là et il y avait une réunion à l'église orthodoxe avec les dignitaires de la région, tous les dignitaires de la région, les dignitaires chrétiens et les dignitaires musulmans, avec le chef du département du gouvernement qui était là. Ils ne pouvaient pas parler. Ils avaient peur de parler. Tout va bien, tout va très bien, le chef, il est merveilleux, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Tout cela a été pris au vu et au su du chef du département. On était en train de prendre le vidéo. Jusqu'au moment où je leur ai dit, écoutez, ça ne marche pas. Moi, je viens pour savoir si, si on pouvait éviter que ce qui se passe dans d'autres régions ne se passe pas chez vous. Je leur ai dit, je veux prendre des dispositions pour que le génocide ne se perpétue pas chez vous. C'est alors qu'ils ont commencé à parler. Et j'ai dit au chef du département, s'il ne parle pas, c'est plus difficile pour toi, parce que je dirais qu'il n'y a pas une liberté d'opinion et que le gouvernement est en train, n'est-ce pas, de les museler. Alors ils ont parlé. Écoutez bien, le dignitaire religieux, il a parlé d'une manière, comment vous dire, c'est-à-dire avec une timidité extraordinaire. Mais parle, parle, je dis parle, éminence, parle. Alors il a dit, écoutez, vous savez que lorsque les forces de sécurité sont venues pour nous fouiller, ils sont venus au nom du gouvernement, ils étaient merveilleux, très polis, et on les a bien reçus et ils ont vraiment agi d'une manière extraordinaire. Je dis bravo. Il dit oui, mais après eux.
il dit après eux, à peine sont-ils partis, qu'il y a eu d'autres factions qui ne portaient pas l'habit du gouvernement, qui sont venus et il a dit, j'ai honte de vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Il a dit, ils s'en sont pris à nos femmes, ils s'en sont pris à nos jeunes, ils les ont mis à quatre pattes, ils sont montés dessus comme si c'était des bêtes de somme. Ils nous ont tout brûlé, ils ont pris tout notre or, toutes nos voitures. Ils nous ont, il a dit, et ce qu'il a dit, c'était, je vous assure, le quart et le tiers et le un huitième de la vérité. Il a dit, il a dit, le pire, c'est que ces factions, en partant de chez nous, ont été reçues dans la barricade du gouvernement. Un a parlé d'un village et l'autre, il a parlé d'un autre village. Ce que moi j'ai vu à, euh, à, à Banyas a été vécu avant le vrai génocide. C'était comme l'apéritif du génocide dans ces villages pendant la phase qu'on appelle transitionnelle, depuis le 8 décembre jusqu'à ce jour-là. Vous voyez. Alors, je suis en rapport avec les villages à la 8. À chaque minute, il y a un sévice qui tombe sur eux. Un sévice, ça veut dire ils nous ont tués, ils nous ont cassés, ils nous ont brûlés, etc. Je vais vous donner quelques proportions. Avant d'aller à Banyas, sur les réseaux sociaux, on parlait de 164 victimes. J'arrive à Banyas, je parle avec les autorités locales, on me dit que c'est exagéré et qu'il n'y a que quelques victimes. Ils parlent de moins de 10, c'est même pas 10. L'élément armé du barrage, il nous dit en catimini, c'est 1500 à 2000. Aujourd'hui, hier soir, sur les sites Internet, on parle de 3000. Vous comprenez? Euh, Maintenant, pourquoi? Parce que les victimes ne parlent pas. Les victimes ne parlent pas. Les morts ne parlent pas. Et les habitants qui ont pris la fuite ne savent pas. Ce n'est que lorsque la chose s'est un peu tassée localement, les gens ont pu revenir chez eux, ils ont pu faire un bilan. Mais nous sommes en contact par téléphone. J'ai avec moi une équipe qui est à la fois chrétienne, alawite, sunnite. Ils se parlent, on se parle. Alors, si Bania c'est 3000, moi je dis que c'est un minimum. Et sur les réseaux sociaux, on parle déjà de 6000. Je dis en attendant qu'on puisse faire un bilan, parce qu'il y a aussi des gens qui ont pris la fuite, qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents à l'appel, parce qu'ils ont pris la fuite. Ils sont dans les forêts, ils sont dans les ravins, ou bien ils ont pris la fuite au Liban. On parle d'1 million qui sont déjà au Liban. J'ai parlé avec les organisations alawite du Liban. Ils disent nous sommes submergés. Bref, alors, on parle. Aujourd'hui, maintenant, on vient de me montrer que le président, il a dit que l'opération sécuritaire est terminée. Ah, donc tout le monde on peut reprendre une vie normale. Ah, et le génocide, qu'est-ce qu'on fait du génocide? C'était une opération sécuritaire. Je demande à la communauté internationale de venir vérifier qui a fait quoi en Syrie. De plus, je demande à la communauté internationale de se rendre compte que les autorités locales en Syrie n'ont pas la possibilité, pour ne pas dire n'ont pas la volonté, de protéger les citoyens non islamistes. Parce qu'il y a des sunnis qui ont succombé. Il y a des sunnis qui ont été massacrés, comme il y a des chrétiens qui ont été massacrés, et comme il y a donc la plupart qui étaient ciblés, c'était des musulmans alawites.
Je demande à la communauté internationale de présider elle-même d'une manière objective et neutre l'enquête. C'est une enquête de crimes contre l'humanité. Et de mettre la Syrie sous le numéro 7. Là, maintenant, le numéro 7, oui. Parce qu'il y a une menace réelle et qui s'est confirmée dans les faits. Ce n'est pas vrai de dire qu'il y a eu des dommages collatéraux pour une opération sécuritaire. Je dis, en parallèle à l'opération sécuritaire pour laquelle je ne me mêle pas, de laquelle je ne me mêle pas, en parallèle, il y a eu une opération systématique, méthodique